On se lance. Et le jour de là, vente privée annonce qui rentre dans notre capital et qui nous soutient. Et là, en fait, jusque-là, tout le monde nous prenait pour des fous. Le jour où cette annonce sort, en fait, tout le monde dit « Ah putain, on n'avait pas vu le truc. On n'avait pas vu le coup venir. » Alors, nous non plus au départ. Après, c'est toujours des effets d'opportunité. Quand tu choisis d'avoir un positionnement différent sur le marché, tu attires des gens à toi. Effectivement, il faut avoir les carnets d'adresses et ainsi de suite pour parler aux bonnes personnes. Mais tout s'est joué comme ça, et ce qui a totalement crédibilisé le produit. On avait une base de clientèle énorme, vente privée en trafic, c'est dans le top 10 du e-commerce français, voire dans le top 5. Cette base de clientèle a l'habitude chez vente privée d'avoir des achats récurrents. On arrivait sur le marché pour leur dire arrêtez d'aller faire comme des moutons, machin. Et donc ça a pris tout de suite. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je reçois pour la première fois aujourd'hui un acteur du voyage en ligne, Frédéric Piou, directeur e-commerce pour Mr Fly. Mr Fly, c'est une agence de voyage en ligne avec un positionnement particulier sur lequel on reviendra dans quelques minutes. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Vous vous êtes lancé en France il y a à peine 5 ans et avez hissé Mr Fly dans le top 5 des voyagistes en ligne en France, tu me disais même dans le top 2 au final. Mais on y reviendra. Avec plus de 3 milliers de billets vendus à date sur la plateforme, 450 employés, 20 millions d'euros levés, vous pesez dans le game. Je me suis amusé à faire le calcul. 3 millions de billets vendus en 5 ans, ça fait presque 1600 par jour calendaire en moyenne depuis le début. C'est énorme et tu me disais que je suis en dessous de la réalité. Et voilà, sur début février, là, on était sur un trend qui tournait aux alentours des 5000 clients par jour réservés chez nous. 5000 clients, donc c'est quelqu'un qui a acheté un voyage. Voilà. En ligne, billet d'avion, billet d'avion, hôtel, package, location de voiture. 5000 par jour. Voilà. C'est énorme et je suis impatient de comprendre les techniques et méthodes que vous avez mises en place pour y arriver. Tu as passé aussi près de 15 ans chez Audigeo. Audigeo, si vous ne connaissez pas, c'est GoVoyage, eDreams, Opodo, Liligo, je crois, pour les comparateurs. Et je serais curieux de mieux comprendre ta lecture de la verticale du voyage en ligne. Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux nous présenter Mr Fly ? Alors, merci à vous de me recevoir. Alors, Mr Fly, alors c'est un peu mon bébé. Alors, c'est pas que mon bébé parce qu'on est plusieurs et dès le départ, on a été plusieurs à suivre cette aventure parce qu'on avait beaucoup d'ambition. Effectivement, le petit groupe qui a monté Mr Fly, on a une quinzaine au départ. On a directement monté cette boîte avec une logique d'avoir chaque verticale d'une grosse organisation représentée, que ça soit la RH, la finance, les achats, le marketing, le e-commerce, parce que c'est deux choses un petit peu différentes. Mais vraiment, on a mis chaque pilier de l'organisation pour monter rapidement une grosse structure. Ce qu'il faut comprendre, c'est un petit peu notre vie d'avant, et c'est le point important. Pendant plusieurs années, tous, on a monté un grand groupe qui est aujourd'hui le leader dans cette industrie, qui est le groupe Audigeo, qui est le leader européen, qui a plusieurs marques emblématiques du marché. Et nous, à la base, on a monté une boîte qui s'appelait GoVoyage. GoVoyage qui est quasi une marque historique du secteur. Tu te suis arrivé toi en 2001, c'est ça ? Voilà, moi je suis arrivé en 2001 chez GoVoyage. Premier job. C'est mon premier job. Voire je premier sortais d'une école de tourisme qui s'appelle l'ESCET, qui est une référence dans notre domaine. Et j'étais le geek de l'école. Je faisais le site de l'école et ainsi de suite. Et en 2001,
pas grand monde faisait des sites. Et j'arrive chez Go Voyage. À l'époque, il n'y avait pas de département e-commerce, c'était rattaché au commercial. Go Voyage avait déjà à l'époque un site Minitel, c'est même pas le bon mot site, mais je sais même pas comment on dit. Faisait de la transaction sur Minitel, mais le principal revenu du Minitel, ça c'était magique, c'est une époque révolue, c'était les revenus téléphoniques. Il y a tout ça, monde rêvé de l'époque où tu gagnais de l'argent au temps consommé sur ton site. Alors, j'adorerais que ça soit encore comme ça. Et je débarque dans la boîte et ils étaient tout fiers. Ils venaient de lancer un truc sur Wanadoo. Alors Wanadoo, actuellement Orange, c'était le premier partenariat qu'on venait de signer. Ils me montrent le truc et je leur dis mais qu'est-ce que c'est moche le truc que vous avez fait, machin. Et j'étais dans le bureau de qui est devenu mon patron, qui est Carlos. Et il me dit Fred, c'est moche. Tu t'en occupes, tu te débrouilles, et ainsi de suite. Et c'est de là que moi, mon aventure est partie. Et en fait, rapidement, au bout de 2 mois, on a créé un département qu'aujourd'hui on appelle e-commerce. Je sais même plus comment on l'appelait à l'époque. Et de ce département qu'on a créé à 2 à l'époque, sachant que mon boss de l'époque, qui s'appelait Vincent, m'annonce 3 mois après qu'il monte créer Opodo. Et toi t'es là, ah bon salut, on est potes toujours, mais à l'époque c'est pas encore le même groupe, hein. À l'époque c'est pas encore le même groupe, okay. Donc ils montent créer Opodo et toi tu te retrouves stagiaire sorti de l'école à la tête d'un site. Alors ça faisait pas encore un volume énorme et t'étais à l'époque, et c'est une époque, je sais pas si elle se reproduira, mais autant calé que tout le monde dans la boîte, voire bien plus en fait, parce que le e-commerce, tout ça, c'est un truc qui n'existait pas. Donc de tout ça, moi je suis. Du coup, alors juste, ouais. C'est marrant, c'est flashback, mais vous aviez d'autres canaux de vente à l'époque, et c'était quoi? Alors c'était les agences de voyage classiques. Go Voyage, c'était marché, Go Voyage, quoi. Sur le marché classique de la distribution de voyage, qui à l'époque était l'agence de voyage physique. Et Go Voyage distribuait aux agences de voyage physiques des billets d'avion. Je sais même pas comment, alors c'est une époque que je connais pas, comment se passait avant la prise de commande et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'imagine pas qu'on puisse pas réserver, même des agences de voyage qui bossent toujours avec nous aujourd'hui, réservent tout en ligne automatique sur nos sites. À l'époque, je sais pas du tout comment ça se passait. Je veux même pas savoir tellement ça devait être compliqué. Mais voilà, autre époque, et de cette époque Go Voyage, on est monté à une équipe e-commerce et marketing qui en France était de 50 personnes que je dirigeais. Génial. Quelques années après ta sortie d'école. Alors tout ça s'est fait progressivement. Ah ouais. Moi, c'est entre 2001 et finalement 2015 où tout ça s'est staffé ainsi de suite. Mais sachant que l'histoire du groupe Odigeo a plusieurs étapes avec pour arriver à la fin à un gros groupe qui est toujours largement leader aujourd'hui de cette industrie, qui est coté en bourse d'ailleurs, et ainsi de suite. Après, ce qui s'est passé dans cette histoire, et ça c'est important parce que c'est aussi la transition vers la nouvelle histoire qu'on a créée, c'est qu'on s'est fait aspirer dans un truc, le e-travel en général, c'est la course au clic. Et c'est quoi la course au clic ? On s'est retrouvé dans une bataille où on s'est rendu compte d'un truc, c'est que plus tu baissais ton prix facial en premier abord, plus tu faisais le prix d'un billet d'avion, le prix d'une nuit d'hôtel, le prix d'une journée de loc en voiture. Ton prix facial d'entrée de magasin, plus tu le baissais sur la première porte de ton booking funnel, et plus tu faisais rentrer de gens dans le magasin. Mais c'est facile de baisser ton prix facial. À un moment, le truc, c'est que en fait, on le déstructurait le prix pour faire rentrer plus de monde, et étape par étape, on rajoutait des frais aux clients. La première porte de ton booking funnel, c'est quoi ? La première porte de ton booking funnel, dans le voyage, c'est tu vas lancer une recherche pour trouver la destination et le prix que tu cherches. Donc ça peut être sur Google, ça peut être dans un comparateur de prix, ça peut être... Alors t'as raison qu'il y a un truc que j'ai pas expliqué. Ce qui est particulier dans le voyage, c'est que tout le monde vend grosso modo la même chose. Parce que le billet d'avion pour faire un Paris-Marrakech que je fais la semaine prochaine par exemple, il y en a qu'un. Enfin sur un vol, je veux dire, il y avait plein de compagnies. Il y a qu'un vol et t'as plusieurs acteurs qui vont vendre ce vol. Qui vont essayer de vendre le même. Et
pareil avec les hôtels. Très peu de gens ont une distribution exclusive d'un produit. Ça arrive, c'est des niches de marché. Club Med vend son produit, est quasi le seul à le vendre et a un produit bien marketé, spécial. Tu sais ce que t'as. Mais dans le voyage en global, tout le monde vend à peu près la même chose, d'une façon différente, avec un canal de distribution différent. Donc le débat, c'est comment tu fais pour te différencier sur un marché où tout le monde va vendre à peu près la même chose, et en plus les acteurs entre eux se refilent des produits parce que Attends, tu peux expliciter? Alors par exemple à l'époque, c'est d'ailleurs toujours le cas, vu que tu peux pas vendre tous les typologies de produits. Par exemple, t'es un spécialiste de Cuba, ouais, c'est super, t'as un super produit sur Cuba, mais t'as pas l'île d'à côté en vente. Donc t'as deux choix, soit tu la vends pas et tu te dis pas de souci, soit vu que t'as un trafic et des clients qui rentrent dans la boutique, tu te dis pourquoi je vendrais pas le produit de mon partenaire concurrent qui peut aussi produire Cuba ou pas, mais t'as une prime à l'exhaustivité. C'est-à-dire c'est tellement cher de faire rentrer ton client dans le magasin. Effectivement, tu vas essayer de lui vendre ton produit de base sur celui sur lequel tu vas le plus marger. Mais s'il veut pas aller à tel endroit, mais à tel autre, tu l'as le client en face de toi. T'as fait tout le job. Tu vas essayer de lui vendre. Et dans l'industrie du travel, beaucoup de gens se redistribuent tous les produits les uns à les autres. Tu peux nous décrire les acteurs justement qui existent sur le travel? Alors, le travel, j'ai passé un peu de temps. Je vous invite d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, pardon, mais à écouter l'excellente interview de Carlos da Silva, qui est le fondateur, cofondateur de Mr Fly dans Génération Do It Yourself. Ça a dû sortir il y a un mois. Et moi, j'ai passé quelques années chez Air France il y a très très longtemps. J'ai l'impression que c'est une autre vie. Il y a tellement de strates et d'acteurs différents entre un siège d'avion et un transat au bord de la piscine. Quel type d'acteur, quelle typologie d'acteurs on trouve? Alors, je vais te faire un macro schéma parce que si on rentre dans tout le détail, mais t'as ce que je vais appeler des producteurs primaires. Ça va être les compagnies aériennes, les chaînes d'hôtels qui ont soit le produit, des avions en fait. et soit le produit. Okay. Mais ces acteurs-là ont besoin de vendre leurs produits parce que ça coûte tellement cher d'avoir un avion ou un hôtel que souvent tu ne peux pas en assurer la distribution par toi-même. Donc ton problème, c'est que quand tu as un avion, il faut qu'il soit rempli. Autrement, t'es mort en termes de rentabilité. Il faut qu'il soit rempli et il faut qu'il vole parce qu'un avion sur le tarmac coûte une fortune. Et voilà. Et donc tu vas ouvrir ta distribution à tout un tas d'acteurs. Alors, ou pas, certains n'ouvrent pas leur distribution, mais c'est aujourd'hui très très rare les gens qui n'ouvrent pas leur distribution, parce que vu que tes concurrents l'ouvrent, si toi tu l'ouvres pas, en fait, ton spectre de prise de part de marché est beaucoup plus réduit. Ceux qui l'ouvrent pas, c'est par exemple le Club Med, c'est ça? Alors, on peut réserver que par le Club Med. L'ouvre pas, c'est pas totalement vrai, mais distribue massivement son produit en direct, mais par exemple est aussi redistribué par des réseaux d'agences de voyage comme Avas Voyage. Ils ont une distribution sélective limitée parce qu'ils ont un produit qu'ils vont qualifier de haut de gamme. Mais en fait, c'est très rare les acteurs qui n'ont pas besoin de remplir leur chambre ou leur avion. Et donc ça, c'est le point clé de cette industrie. Et donc, il y a ces producteurs primaires qui ont du stock et de la disponibilité, et il y a des distributeurs qui sont des agences de voyage ou des sites internet qui vont aller à la rencontre des clients pour proposer les produits des producteurs. Je fais aussi l'autre exemple. Aujourd'hui, vous pouvez aller acheter sur Air France, vous aurez que les tarifs d'Air France. C'est bien, ok, mais aujourd'hui, pour avoir le meilleur prix pour aller à New York, est-ce que la réponse, elle est forcément chez Air France? Ben non. C'est là où vous avez besoin d'une agence de voyage qui va comparer ces prix-là et vous mettre à la disposition l'intégralité de l'offre. Ce qui est apparu avec l'émergence d'Internet, c'est aussi un autre type d'acteur qui fait cette comparaison qu'on appelle les comparateurs de prix. Je pense que ça, dans quelles que soient les industries aujourd'hui, il y a des comparateurs de prix. Et souvent, la perception client peut être faussée entre l'agence de voyage et le comparateur de prix, d'ailleurs, dans notre industrie. Et souvent, les comparateurs de prix aujourd'hui appartiennent à des agences de voyage, ce qui biaise encore plus le débat, parce que jusqu'à où un comparateur de prix compare ce qu'il n'a pas envie
de comparer par lui-même ou son ouais. actionnaire. Mais je m'étais fait la réflexion un jour que je trouvais des vols sur certains comparateurs que je trouvais pas sur d'autres. Tout à Et fait. j'ai compris effectivement qu'il y avait un intérêt. Le comparateur de prix, c'est j'envoie une requête qui est Paris-Marrakech le 11 mars, j'en sais rien, et qui va aller chercher sur toutes les compagnies aériennes le meilleur tarif. Il me propose des tarifs et ensuite il m'amène, quand c'est pas au sein d'une agence de voyage, chez l'agence qui peut me le vendre. Soit chez l'agence de voyage, soit chez le producteur. Et c'est ça qui est particulier dans notre industrie, c'est qu'en fait, les producteurs et les distributeurs ont souvent les mêmes offres, très 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 souvent, et vont se battre pour l'accès aux clients. Chacun à sa façon, chacun pas exactement avec la même promesse client. Et le débat est clairement quelle est ta promesse client par rapport au produit que tu vends. Et si tu en as une, parce que justement, c'est là où il y a eu un effet pervers du secteur de e-commerce, dans cette fameuse bataille du clic dont je parle, à un moment, les acteurs se sont rendus compte que dans la bataille du clic, plus tu affichais un prix bas, plus tu faisais rentrer de clients dans la boutique, mais ton prix bas, c'est bien beau, à un moment, toute l'industrie s'est retrouvée à ce que j'appelle déstructurer le prix. C'est un peu ce qui se passe dans l'automobile ou dans la pub télé, on vous propose la Clio à 5 000 €, mais quand tu as pris toutes les options, tu en as pour 10 000. Dans le voyage, l'industrie est rentrée à tout niveau dans cette logique de déstructuration du prix pour donner une illusion de prix moins cher que la concurrence, mais ensuite, une fois que t'as appâté ton client avec un prix, tu vas lui saucissonner le prix pour à chaque étape du booking process, lui rajouter une fees d'une façon en fonction des acteurs plus ou moins légales. Je vais vous donner des exemples. Je les prends avec plaisir. Il y a certains sites, alors je citerai pas de nom de site parce que c'est pas, mais quand vous achetez votre voyage en ligne aujourd'hui, faites très attention. La plupart des sites affichent des prix qui ne sont valables qu'avec un seul type de carte bleue. Et carte bleue rarement disponible en France. Parce qu'elles ont tellement besoin d'un prix d'appel pas cher pour faire rentrer le client, elles le font rentrer et à la fin, t'as pas choisi la bonne carte de crédit. Pas de chance. Ça, c'est un enfer, on est d'accord. Et c'est légal ou pas? C'est légal. Pour avoir joué à ce jeu pendant des années, je le sais. Pardon, je précise quand même un tout petit peu, mais on va sur un site de comparaison de billets d'avion ou une agence de voyage en ligne. On trouve un billet d'avion, on va jusqu'à l'étape de paiement, et là, d'un coup, il y a plus 40 €, plus 30 € pour payer avec tel ou tel CB. Voilà. C'est ça dont on parle. Oui, c'est de ça qu'on parle. Ça, c'est une pratique quasi généralisée aujourd'hui dans l'écosystème. C'est pas ce qu'on fait, et d'ailleurs c'est tout notre parti pris de pas rentrer dans ces jeux-là qu'on trouve pervers. Ouais. Mais pourquoi les acteurs font ça? Parce que en fait, vu qu'ils achètent du clic sur Google et qu'il faut te battre sur Google dans un système d'enchères, alors c'est pas que Google d'ailleurs, le système d'enchères est assez généralisé dans l'acquisition de trafic. Pour faire rentrer du client, tu appâtes avec du prix d'appel pas cher, et à la fin, tu vas rajouter toute une ligne de frais. Alors ce qu'il faut savoir dans le voyage, ce qui permet que ce système dure, c'est que la plupart des clients voyagent pas non plus si souvent que ça. Alors il y a des gens qui voyagent très souvent. C'est une minorité très active, et c'est celle que d'ailleurs on a essayé de capter directement chez Mr Fly, qui va pas se faire avoir 500 fois. Mais le commun des mortels, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui quand il a besoin d'un billet d'avion? Il va sur Google, il tape billet d'avion, la destination ou telle compagnie, et ainsi de suite. Et là, on rentre dans la logique d'enchère. Donc là, c'est là que c'est clé d'avoir la première place. Et pour avoir la première place, tu vas et Google va te servir de référence. Tu te dis, c'est vos premiers sur Google. Google a raison. C'est un peu ça aujourd'hui, malheureusement, la mécanique. Et là, tu rentres dans un booking funnel qui va finalement te faire ressortir ton billet à la fin le plus cher du marché. À la fin, tu auras payé le plus cher du marché. J'aimerais bien qu'on creuse sur le booking funnel. Moi, je vais chercher, moi comme un des mortels, je vais chercher billet d'avion ou avion pour le Maroc, j'en sais un billet pour le Maroc, dans Google, dans un moteur de recherche, Google a priori. Un site va ressortir en premier dans le résultat. J'arrive sur ce site et c'est là que je lance une recherche. Oui. Le prix affiché, c'est au résultat de recherche. Alors, c'est souvent résultat de recherche, mais par exemple, aujourd'hui, tu peux directement faire ta recherche sur Google. Et donc, envoyer un prix à Google qui est biaisé dès le départ.
Alors là, on parle de Google Flight, par exemple, Google Flight, qui est quelque chose qui rentre fortement sur le marché aujourd'hui. Mais à la fin, dans l'acte d'achat, effectivement, il y a toujours en prédominance le critère prix, vu que tout le monde vend à peu près la même chose. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix? C'est ça le point clé aujourd'hui. Je donne juste un autre exemple important à comprendre. Dans les stratégies des e-commerçants classiques, il y a d'autres e-commerçants où vous avez fini votre tunnel d'achat et à la fin, ils vous glissent un petit pop-up, pas très compréhensible, où tu as l'impression que tu vas cliquer sur oui. Et quand tu cliques sur oui, en fait, ils te mettent automatiquement une assurance en plus, qui est souvent de 40 à 50 euros, sur laquelle ils vont marger à 60 ou 70%, qui te glisse avec une tricks marketing à la limite du légal. Grossière, quoi. Alors, l'UFC Que Choisir a sorti des vidéos récemment là-dessus en attaquant un des leaders du marché sur ces pratiques. Accessoirement, ce leader vient de publier des résultats exceptionnels en bourse et ainsi de suite. Enfin, personne n'est naïf sur comment ils l'ont fait. Après, on est dans une lutte permanente, dans une mécanique et une lutte permanente pour appâter le client et finalement essorer le client. Et ben nous, notre parti pris chez Mr. Fly, et d'autant plus que, entre guillemets, on a été dans cette spirale-là pendant des années dans une autre vie, ça a été de faire totalement l'inverse de tout ça et de se dire que il pouvait pas y avoir un marché qui était que basé sur je retourne mon client à l'envers pour lui faire les poches, qui avait forcément une base de clientèle fidèle que tu pouvais créer à partir de la qualité et créer une récurrence d'achat chez toi. Parce que le problème des autres acteurs avec ces méthodes-là, c'est que ton client, tu l'as une fois. Alors après, il va changer de site et ainsi de suite. Alors et au final, rester dans le même groupe sans savoir vraiment quoi. Effectivement, quand le leader du marché a 4 marques, dont un comparateur de prix sur le marché, comment vous expliquer et qu'il a souvent les 4 premières positions sur Google? Comment vous expliquer que vous faussez un peu la notion de concurrence? Après, c'est pas interdit, et c'est le jeu. Et moi, je suppose que d'autres acteurs dans d'autres industries font la même chose. Et que t'as pas la récurrence d'achat, tu fausses le marché. Mais tu rachètes en permanence ton client sur Google. Donc, tu crées une machine infernale. Une machine qui va alimenter Google en permanence. Le grand gagnant de tout ça, c'est Google, en fait. Google et tous les sites d'acquisition de trafic. Parce que tu vas forcer ton client à passer là-dessus. Et en plus, tu vas créer une déception à chaque achat. Mais la déception se porte pas sur l'outil Google et ainsi de suite, parce que tu crées la déception du marchand Intel. Bon, tu vas passer l'année d'après quand tu vas acheter tes billets d'avion. Bon, peut-être que tu t'en souviendras plus. Premier point. Et tu vas aller voir un autre. Tu me dis, ils sont pas tous pareils. Mais on avait vraiment un marché en 2015 qui ne fonctionnait que comme ça, qui a relativement peu changé, parce que structurellement, il ne peut pas changer, vu qu'il est dépendant de l'acquisition de trafic. Toute notre approche, quand on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire chez Mr. Fly, c'est de dire on fait plus jamais ce qu'on a fait pendant des années. Alors, ce qui est un choix difficile, tu montes ta boîte. Nous, on s'est dit on va monter notre boîte et nous, on va afficher des prix plus chers que tout le monde. Notre premier prix, il est plus cher que n'importe qui sur le marché. Je sais pas si vous imaginez. Plus cher tu que crées un magasin, tu le mets dans la rue. Le prix d'appel, ouais. Notre prix d'appel est plus cher que tout le monde. Imaginez si c'est votre business que vous arrivez avec ce parti prix-là, moi, mon prix, c'est le plus cher. C'est un peu ça, et c'est compliqué fondamentalement. Et là, le débat, il va dire, ok, c'est plus cher, mais chez nous, il bouge pas. C'est le même du début à la fin, et regarde bien ton prix à la fin. Chez nous, il a pas bougé. Il est peut-être beaucoup moins cher que les autres, en fait. Ouais, si on ajoute mais ça, c'est facile à tenir comme débat, sauf que comment tu fais rentrer des clients dans le magasin? Parce qu'on s'est dit, on va rentrer dans une logique de qualité, de différenciation par le produit, et on parlera après de tous les avantages qu'on a mis derrière notre produit versus les autres. Mais tu as un point clé, c'est comment tu te fais connaître, parce que tu vas pas pouvoir rentrer dans la course au clic et ainsi de suite. Tu pourras pas bider plus que les autres. Tu peux, mais pour bider pour plus cher... Bider pour plus cher, ça marchera pas. Ouais. En fait, t'as ni la profondeur de marge des autres, parce qu'en fait, la plupart des autres acteurs margent beaucoup plus que nous, in fine. Donc, je ne peux pas rentrer dans la course au bid. Donc, il faut que je fasse autrement. Okay. Et c'est ça qui a engendré notre débat. Dans les habitudes de consommateurs, on parlait tout à l'heure de Google Flight.
tu m'as fait réaliser quelque chose que j'avais jamais réalisé, c'est qu'il y a aussi Google Hotels en fait, qui existe. Quand vous cherchez le nom d'un hôtel, vous avez sur la barre de droite la possibilité de trouver les prix sur différents sites de distribution de ces nuits d'hôtel. Et ça, c'est donc Google Hotels. Et Google facture au clic, j'imagine, ou en tout cas, on peut bider aussi sur cette partie-là. Alors, finalement, Google, aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire avec Google Hotel et Google Flight, c'est de remplacer et de tuer le marché des comparateurs de prix en prenant à la racine le trafic des comparateurs de prix. Parce que dans la recherche classique d'un client, c'est je vais sur Internet pour comparer les prix. Souvent, il y a eu toute l'émergence, et ça c'est dans les années 2005 à 2015, des comparateurs de prix qui sont créés une vraie place. Aujourd'hui, les comparateurs de prix dans le domaine du voyage sont en frontal avec Google parce que Google arrive avant même que le client aille sur ces sites de comparaison de prix. Donc, Google devient un comparateur de prix et donc les marchands envoient des prix à Google. Quel type de prix ils envoient? Le marchand, c'est qui? C'est soit l'agence de voyage, soit les compagnies aériennes ou chaînes d'hôtels. Okay. Ils envoient des prix à Google. Ils envoient des prix à Google. Après, quel prix ils envoient à Google? C'est là où... Mais sur le fond, Google, là-dessus, se positionne comme un comparateur, à la différence près qu'il a tout le trafic, qui ne paye pas, et que Google a une légitimité X fois supérieure à un comparateur lambda du marché. Ok, évidemment, je comprends. Est-ce que c'est quand même un univers qui est très atomisé, très complexe. Tu disais tout à l'heure que vous visez chez Mr Fly, mais j'imagine chez d'autres compagnies aériennes aussi les voyageurs fréquents. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une déportation du business vers les producteurs de services, donc de vols ou d'hôtels? Je prends un exemple. Est-ce que moi qui vais souvent en Tunisie parce qu'on a une société là-bas, je vais par défaut sur Transavia parce que je sais que je vole toujours sur Transavia. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que tu as un enseignement ou un insight sur le changement d'habitude du consommateur? Alors, sur le fond, il est vrai qu'aujourd'hui, un Transavia et ainsi de suite, par rapport à la situation d'il y a 20 ans, une compagnie aérienne ne pouvait quasi pas se distribuer en direct. Aujourd'hui, le marché fait que chaque transporteur individuellement peut mieux se commercialiser. C'est indéniable, c'est un état de fait qui change l'industrie. Parce que c'est plus facile d'accès, parce que les développements. Parce que Internet est là, qui peuvent vendre en direct et aussi faire venir des clients en direct sur leur site, ce qui, il y a 20 ans, était totalement pas possible pour une compagnie aérienne d'atteindre le client final. Donc ça a clairement changé. Après, le client aura toujours besoin de comparaison. Et, par exemple, je vais prendre ton exemple en Tunisie. Si tu vas sur Transavia en direct, tu auras certainement un bon prix. Transavia a des très bons prix, mais tu n'auras pas le vol Tunisair. Alors peut-être que tu voulais pas partir avec Tunisair, qui peut être plus ou moins cher en fonction des cas. Et ce qu'on voit apparaître, et Transavia est un des acteurs là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va être souvent le plus pertinent en termes, si tu veux le meilleur prix, c'est de prendre un Transavia à l'aller et un Tunisair au retour. Ça, Transavia te le fera jamais. Il me le fera jamais, effectivement. Et ça, notre métier, nous, d'agents de voyage, change aussi. Ça veut dire que c'est aussi de créer des produits que tu ne retrouves pas chez les fournisseurs en direct. Et un produit qu'une agence de voyage est capable de faire, c'est d'assembler un vol Tunisair à l'aller et un vol Transavia à retour. Transavia te fera jamais ça, parce que alors, autant te dire, Transavia, vendre du Tunisair, c'est pas leur intérêt. Ouais, bien sûr. Ouais. Et effectivement, les rôles changent, mais tout le monde s'adapte par rapport à cette évolution des produits et de la distribution. Après, je pense très clairement que ni l'un ni l'autre ne disparaîtront. De toute façon, il y aura toujours des avions et il y aura toujours des intermédiaires parce que il y aura toujours ce besoin finalement de comparaison et de trouver et de multi-fournisseurs sur le marché. Après, la question, c'est dans quelle proportion. Mais le marché est très large et il y a vraiment de la place pour plusieurs acteurs sur ce marché-là. Alors, je suis sensible à ce discours. On va passer maintenant à Mr Fly justement, mais je suis sensible à ce discours et la raison pour laquelle moi je vais pas tout le temps, mais parfois directement sur le site de la compagnie aérienne, c'est parce que j'en ai eu marre de me taper les plus 30 € de carte bleue à la fin, quoi. Et le truc hyper déceptif où tu te dis, le prix est sympa, t'avances, et effectivement, le prix final, et puis le tunnel est tellement long qu'à chaque étape, on te propose une assurance, un bagage, un repas, bref. 2015, ça fait 15 ans que vous travaillez dans ce domaine. Vous lancez Mr Fly. Quelle est la promesse
Alors, on lance ça avec donc le premier truc, transparence. C'est-à-dire, on ne remettra jamais les pieds, on s'est mis cette règle en règle d'or, dans ces bidouilles d'affichage tarifaire. Transparence d'un point de vue client. Deuxième point, service client. Avoir un vrai service client qui décroche, qui est avec des agents compétents, pas... on a tellement vu rentrer tous les acteurs sur une logique de aucun service après la vente en ligne. T'as vendu, t'oublies tout ça. Donc, transparence, service client et plus de services que les autres. Qu'est-ce que ça veut dire plus de services que les autres? Premier point, on était les premiers acteurs du marché à rentrer avec des solutions de paiement sur le voyage. Pourquoi on parle de solutions de paiement sur le voyage? Et aujourd'hui, on est l'archi-leader. Solution de paiement, ça veut dire payer plusieurs fois? Le problème du voyage, il est très simple. Si tu veux partir pas cher, il faut que tu achètes 8 à 10 mois avant. C'est aujourd'hui le last minute dans le voyage, ça ne marche plus. Si tu veux partir pas cher, faut acheter longtemps à l'avance. Le seul problème, c'est que si on parle en novembre d'acheter tes vacances pour l'été, est-ce que tu as le cash sur ton compte en banque pour le faire? Bah pas forcément. Ouais. Et donc, il faut que tu trouves une solution pour rendre monétisable ton client. Donc, on s'est dès le départ associé avec Banque Casino, qui travaillait avec Cdiscount, qui était une solution effectivement franco-française, ce qui nous avantageait. On était un acteur franco-français, mais dès le départ, on a lancé un projet avec eux. Alors, rétrospectivement, je les trouve fous parce qu'ils nous ont cru sur parole sur notre truc. Et objectivement, quand tu regardes à l'époque, fallait avoir envie de nous suivre. Ils avaient un bon track record, les fondateurs. On avait un bon track record, et ainsi de suite. Mais il fallait quand même avoir envie de miser sur une boîte qui faisait 0 de chiffre d'affaires. Et dès le 0, ils nous ont dit, on vous suit les gars, en mode quasi aveugle. Et on a sorti une solution de paiement en 4 fois, qui est toujours ultra leader sur le marché. Alors beaucoup ont copié en partie cette solution de paiement, qui permettait d'acheter son billet d'avion à l'avance sans avoir 12 000 scoring en ligne compliqués et ainsi de suite, ce qui ne changeait rien de notre booking process. Aujourd'hui, cette solution de paiement, c'est 35% de mes ventes. Pour la petite histoire, cette solution de paiement m'a aussi permis d'aller décrocher un autre de nos clients et partenaire et générateur fort de trafic qui est Cdiscount. Aujourd'hui, on travaille énormément avec Cdiscount, mais c'est lié au fait que Cdiscount a vu, Cdiscount est actionnaire de Banque Casino, pour la petite histoire, à 50-50, et a vu les volumes qu'on faisait et s'est dit, putain, il y a un truc à faire avec eux. Et nous, on s'est dit, il y a un truc à faire. Et Cdiscount s'était planté 3 fois dans le voyage. Et avec qui? Avec d'autres acteurs, d'autres acteurs d'une autre vie, je les ai pas tous en tête. Et ils nous ont dit, bah peut-être qu'il y a quand même un truc qu'on passe à côté et ainsi de suite. Donc, dans notre promesse, pour revenir à notre promesse, on est allé sur la thématique du paiement, qui est cruciale dans notre secteur, et on est aussi allé sur une autre thématique qui est cruciale, c'est tout ce qui est quand vous achetez votre voyage par anticipation, il faut souvent pouvoir l'annuler. On a créé un autre produit qui s'appelle la FreeFlex. C'est un produit, l'année dernière, on a gagné 2 prix de l'innovation dessus, qui est un produit qui vous permet d'annuler et de modifier votre voyage comme vous voulez sur notre site internet. Et en se positionnant là, clairement en concurrent des compagnies aériennes et ainsi de suite, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours ce débat du prix, mais si tu veux un billet modifiable ou annulable, quand tu vas sur Transavia, Air France, machin, tu vas rajouter un certain montant substantiel, souvent 2 à 3 fois le prix, pour avoir quelque chose de modifiable. Ça veut dire que vous lissez, sur l'ensemble de vos réservations? Alors, lisse, c'est pas le truc. Parce que cette assurance, elle est prise auprès de... j'appelle ça une assurance, pardon. Oui, ça relève du concept d'assurance. Elle est prise auprès de Mr. Fly. Elle est prise auprès de Mr. Fly, qui lui-même se réassure. C'est toujours bien d'avoir un assureur. Pour couvrir le risque. Donc c'est du yield management sur l'ensemble de... Alors, c'est pas du yield management. Moi, c'est un coût forfaitaire que j'inclus dans mon prix et dans mon prix de vente. Ouais. Mais dans la promesse d'achat qu'il y a chez nous, il y a la possibilité de rentrer dans des logiques d'annulation et de modification. Ce qui n'y a pas ailleurs. Et c'est aussi un moyen de se différencier. Tout n'est pas axé sur le prix. Toute notre approche, c'est si tu focalises tout sur le prix, tu crées pas de valeur à ton produit, en fait. Et notre produit, notre expérience, c'est chez nous, t'achètes pas comme ailleurs.
t'es transparent, t'auras un niveau de service derrière, t'auras des capacités de modifier, annuler ton billet. Et en plus, t'as des solutions de paiement pour l'acheter quand t'as pas d'argent. Tout ça fait finalement des gros bassins de clientèle individuellement. Et toute notre promesse a été là-dessus. Alors, l'autre point clé de notre développement, c'est qu'on s'est pas axé que sur une stratégie B2C. Le voyage en générique, il est vendu à la fois en ligne, à la fois dans des agences de voyage, chez des tours opérateurs, chez des comités d'entreprise, en fait, à plein d'endroits. Et toute notre approche, c'est d'être allé là où les autres ne sont pas allés. Grosso modo, quand quelqu'un vient me voir, et toute la journée, je reçois 12 000 mails pour dire « Ah, est-ce que tu veux qu'on te définisse ta nouvelle stratégie d'acquisition, machin, sur Google, sur machin ?» Mais no way, on ne va pas là où on a des gens en face. Ou en tout cas des gros en face. C'est-à-dire qu'en 2015, le voyage en ligne est déjà quand même assez mature. Tu trouves encore des espaces libres de distribution de ton produit voyage ? Alors, le e-travel était effectivement mature, mais mature sur des stratégies d'acquisition classiques. En fait, aujourd'hui on le voit, tout ce qui est e-commerce, e-business, en fait, impacte tous les pans de la société. Et plein de pans de la société n'avaient pas migré sur ces logiques e-commerce. Les agences de voyage. Nous, on fait du e-commerce. On ne vend que sur des sites internet, mais on a des sites internet dédiés aux professionnels du voyage. On a des sites internet dédiés aux comités d'entreprise. On travaille avec Airbus, on a le comité d'entreprise d'Air France. Dans le comité d'entreprise d'Air France, pour acheter leurs hôtels, pas pour acheter leur. Évidemment. Ils n'ont pas besoin de moi pour l'aérien, loin de là. On travaille avec. Les GP me manquent. Voilà. On va travailler avec tous les acteurs. Et en fait, quand tu regardes le marché, il y a tout un tas d'acteurs clés qui influencent directement sur ton choix de vacances. Tu es dans une grosse boîte, une grosse banque, ainsi de suite. Ton comité d'entreprise va subventionner tes vacances. Et ben, si tu vas voir ce comité d'entreprise, que tu leur proposes une solution pour les aider à subventionner leurs clients avec une solution en ligne, et ben là, tu as un marché captif où t'es tranquille. Y a d'autres acteurs, hein, je sais pas, mais t'as pas les gros, les acteurs américains, les acteurs pan-européens, ils ont absolument pas envie d'aller là-dessus. C'est même pas envie, ils ne sont pas structurés pour aller choper toute cette granularité du marché, qui est plus complexe. Alors, tu as parlé de comité d'entreprise. Qu'est-ce que tu as d'autres exemples de ces terrains inoccupés par la concurrence quand vous vous lancez en 2015 ? Alors, un terrain qui nous a le plus surpris, c'est qu'aujourd'hui, on va fournir nos voyages, soit du vol, soit l'hôtel, à nos concurrents directs, qui sont des tours opérateurs. On travaille avec beaucoup de tours opérateurs sur lesquels on fournit notre technologie pour les aider eux-mêmes à réserver. Ça, on m'aurait dit que j'allais refiler mon produit à des acteurs que je considérais plus évolués technologiquement que moi. En fait, je me trompais dans l'analyse. J'y aurais pas cru à l'époque. Aujourd'hui, notre business est autant... On met en 3 parties. Il y a un tiers B2C, donc du client direct. Qui vient sur Mr. Fly. Qui vient sur Mr. Fly. D'accord. Un tiers B2B. Alors B2B, 2C, ça c'est ce qu'on appelle toutes les logiques de marque blanche. C'est ce qu'on peut faire avec des Cdiscount, on travaille avec Aéroports de Paris, on travaille avec une vingtaine d'aéroports en France. Aller chercher le marché des aéroports et les clients qui ont besoin d'informations dans les aéroports, c'est un marché clé. Parce qu'il y a plein de gens qui vont sur le site des aéroports. D'accord, tu le captes au moment où le visiteur est sur le site d'Aéroports de Paris par exemple, oui, pour lui proposer du voyage. Oui. Ok. Et ça, personne ne le faisait. Personne ne le faisait. Ok. Et on a Pardon, je réfléchis, je me demande quelles sont les intentions de visite. Quand je me rends sur le site de l'aéroport de Paris, en général, c'est le parking ou, je sais pas, les horaires d'arrivée. Souvent, en fait, tu veux savoir quand est-ce qu'il y a un vol. Ok. T'es avant l'acte d'achat. T'as plein de raisons, mais celle qui m'intéresse, moi, c'est le gars qui va chercher les rotations. C'est parce que sur le site des aéroports, t'as toutes les rotations de l'aéroport. Pour savoir comment partir. Et t'as beaucoup de gens qui vont sur les sites d'aéroports, alors Paris comme en province, et plus en province. En province, tu sais pas qu'à l'aéroport de Deauville, il y a des vols pour aller là ou là ou là. Donc tu vas sur le site de l'aéroport et tu découvres les vols que t'as de Deauville. Et là, si t'es là, présent à ce moment-là, pour proposer une solution d'achat, tu vas conclure. Je comprends la logique, je comprends l'intelligence de la démarche, mais c'est une part marginale du voyageur en ligne, ça. Et alors,
C'est une C'est part point marginale. d'interrogation. Alors, réponse, oui, c'est une part marginale, mais une marginale, va regarder le trafic du site aéroport de Paris. Tu vas voir que ton marginal, il est pas si marginal. Ok. Et que tu es aussi sur une base, si le fait, toi, de t'allier à un site comme Aéroport de Paris te crée une légitimité totale. Si Aéroport de Paris travaille avec Mr. Fly, et on travaille énormément avec eux, tu gagnes une légitimité phénoménale. Et Aéroport de Paris est venu, dès le départ, parce qu'ils nous ont suivis rapidement, aussi sur un discours de « chez nous, il y aura pas de blabla, pas de bullshit, un service client et ainsi de suite ». Parce qu'ils voulaient pas s'associer avec des autres acteurs et des pratiques Déceptif pour le client final. déceptives et clés. Et quand tu es un aéroport, souvent tu dépends des plus ou moins publics. Aéroport de Paris est une société publique. Tu peux pas rerouter ton client vers des pratiques Border. très border. Ok. Donc, tu as un discours. Effectivement, si je travaillais que avec l'aéroport de Paris, je ferais pas le gros de... Tu feras pas tes 5000 billets par jour. Quoi. Mais tout ça, ça crée Mis bout à l'écosystème bout. et la crédibilité de ta boîte, la notion de référence de ta boîte et référence à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine d'autres aéroports. Il y a Nice avec qui on bosse super bien. On est aussi chez Montpellier. Voilà. Tu crées ça sur cette notion d'influence globale et de eux ils sont là. À un moment, s'ils sont là et là, c'est qu'ils sont Tu crées pertinents, une aura autour c'est de la qu'ils marque. sont crédibles et ainsi de suite. Donc, tu as dit un tiers en B2C directement sur le site Mr. Fly, un tiers en B2B ou B2B2C, et tu as donné des exemples des comités d'entreprise ou des aéroports. Ouais. Et un tiers en B2B. Et donc, le B2B chez nous, c'est les agences de voyage. Attends, c'était quoi le deuxième tiers? Alors, un tiers B2C, un tiers B2B2C, que j'appelais d'accord. white label souvent. B2B2C, ok. Et un tiers en B2B. Et donc là, c'est les agences de voyage. Aujourd'hui, on bosse avec presque 3500 agences de voyage en France. Physique. Et il faut pas les oublier. Combien de gens vont encore réserver leur voyage dans une agence de voyage? Beaucoup. Et pas forcément que des tranches d'âge âgées, ce qui pourrait être le premier réflexe, mais aussi quand tu as un voyage plus compliqué à faire, tu vas passer par une agence de voyage. Et si tu oublies ce marché-là, tu passes à côté d'un énorme réservoir. En l'occurrence, c'est un tiers de votre business. Aujourd'hui, dans ce monde du B2B, nos plus gros partenaires s'appellent Carrefour Voyage, Leclerc Voyage, des réseaux de distribution comme ça qui sont clés, qui sont a priori pas des idiots et qui ont lancé leurs agences de voyage il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Tous ces grands distributeurs de la grande consommation, de la grande distrib, c'est qu'il y avait bien une raison. Et donc c'est... mais aujourd'hui, en plus, ces acteurs-là sont à la fois on et offline. Aujourd'hui, tout le monde tout le monde n'est pas offline, mais t'as beaucoup d'acteurs qui sont... Mais tout le monde est online. Qui a une stratégie multi-channel, et ces acteurs-là ont des stratégies multi-channel qui rentrent en rebond avec leur propre site e-commerce à eux. Ok. Et donc, c'est des gros réservoirs de clients, tout ça. Qui n'étaient pas... tapé, qui n'était pas adressé par la concurrence? En tout cas, je peux prendre l'exemple de Leclerc Voyage, qui lui aussi, ils nous ont suivis dès le départ. Leclerc Voyage on n'avait toujours pas fait un volume d'affaires, on a rencontré Bernard Boisson, on allait lui présenter notre projet, il a dit les gars, je vous suis, je soutiens, parce qu'en fait, personne ne couvrait exactement la panoplie du besoin qu'on couvre. Et c'est toujours pareil. Si tu proposes les choses différemment, que tu les exécutes mieux et que tu embarques le maximum de gens, c'est ça le point clé et c'est ça notre approche du business. Est-ce que tu joues du coup un peu sur parce que tu vends le même billet d'avion qu'un autre une autre agence de voyage en ligne, sauf que tu lui vends le vrai prix et potentiellement des assurances comme Freeflex, qui lui permet de ne pas se prendre la tête par la suite si jamais il devait déplacer, annuler, modifier son voyage. Alors, dans ce marché du B2B, pour être précis, aujourd'hui, j'ai un outil qui est devenu plus pointu que les propres outils qu'ils utilisent eux-mêmes. Et donc, nous, pour être compétitif en B2C, on est obligé d'avoir tous les meilleurs prix. Donc, on a massivement investi en techno.
Et dans notre boîte, on a d'ailleurs une boîte techno qu'on a rachetée qui a Sophia Antipolis, qui s'appelle Coedia, où il y a 200 devs. On est devenu une boîte de codeurs en fait, avec du service client. Mais aujourd'hui, tout est devenu techno dans nos métiers. Et le problème de la techno, c'est pas que d'avoir des développeurs, c'est d'être capable de les coacher, de les garder, de comprendre ce que tu fais. Ça, c'est devenu une porte d'entrée dans notre marché qui est clé et que peu d'acteurs ont. Le problème, c'est quand tu te payes tes développeurs et ainsi de suite, tu as intérêt à amortir tes coûts de dev en refilant ta techno à un maximum de gens. Parce que on a des coûts de structure en termes techno qui sont l'équivalent de géants. 200 devs, oui. Même à Sophia Antipolis, ça coûte cher. Et j'allais dire surtout à Sophia, moins qu'à Paris, mais oui, moins qu'à Paris, ils sont en France. Et tu as besoin d'amortir ça sur le maximum de support possible. Et en ayant développé cette techno, on s'est rendu compte qu'en fait, tout le reste du marché en avait besoin. Et que si tu commercialisais ton produit au reste du marché, ils allaient devenir tes clients. Alors, on est loin du e-commerce, mais oui et mais non. C'est quand même dingue qu'en 2015, vous arriviez à faire un développement technique, enfin 2015-2016, autant que ça arrive, qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, ou qui est mieux que tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Attends, je suis pas en train de dire que mes concurrents B2C ne l'avaient pas fait. Je suis en train de dire qu'ils n'avaient pas pensé à aller le distribuer en B2B. La plateforme technique. Voilà. Mais du coup, la plateforme, la plateforme technique, c'est une plateforme de réservation, de recherche, de... Tout à fait, mais derrière ça, en fait, il y a une complexité hallucinante pour remonter le meilleur prix à l'instant T. C'est aujourd'hui, chaque acteur, par exemple, on va parler d'Air France qui développe, alors je vais parler en langage barbare pour le commun des mortels, un truc qui s'appelle le NDC. Le NDC, c'est chaque compagnie aujourd'hui. Avant, les compagnies utilisaient, malheureusement, allons-y. Non mais utilisaient que des thèmes barbares. Les compagnies utilisaient avant un seul canal de distribution qu'on appelle un GDS, Global Distribution System. Il y en avait 3 dans le monde. Et avant la distribution de voyage, est-ce que tu peux donner des noms? Alors, Amadeus, Travelport, Sabre, c'est les 3 actuels du marché. Et donc, ça, c'est un GDS, Global Distribution System, dans lequel une compagnie aérienne va poser des prix. Va poser des prix, des inventaires et de la connectivité. Attends, prix, inventaire, donc le nombre de places disponibles dans un avion, et connectivité. Et connectivité, ça veut dire qu'ils sont reliés en permanence à leur système central. Donc, quand moi j'interroge Amadeus, oui, je trouve les informations qui sont en temps réel chez Air France. Exactement. Ok. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Alors, ces GDS avaient été créés par les compagnies aériennes elles-mêmes. Pendant longtemps, les compagnies ont été actionnaires de ces systèmes, avant, au cours des années 2005, d'en sortir. Le timing précis, 2005-2010, parce que ça a pris peut-être plusieurs années. Mais avant, la distribution de voyage était cadenassée par ces opérateurs-là. Et avec les nouvelles technologies, en fait, chaque opérateur indépendamment a développé sa propre connectivité. Donc aujourd'hui, ces systèmes de distribution ne sont plus toujours, en fait, c'est des mammouths, voire des gros dinosaures. Tu parles des GDS. Des GDS, ouais. Qui doivent évoluer avec des acteurs qui arrivent dans tous les sens et qui proposent des connectivités tierces. Avant, pour vendre techniquement un voyage, j'avais besoin de me connecter à un GDS, ou 2, ce qui est le cas chez Mr. Fly, et j'avais toute l'offre. Et c'est ce que tout le marché faisait. Aujourd'hui, pour avoir toute l'offre aérienne, il me faut une vingtaine de connecteurs. Et parce que toutes les compagnies ne sont plus dans le GDS. Parce que les compagnies sont toujours dans le GDS, mais donnent des meilleurs prix si tu passes ailleurs que par le GDS. Et en fait, les compagnies forcent les acteurs à sortir du système global pour passer sur des systèmes propres directs à eux. Les NDC. Les NDC. Qu'est-ce que ça veut dire NDC? Capacity ou Capability. C'est un nouveau, c'est du langage technique. Ça veut dire que moi, compagnie aérienne, je vais distribuer mes prix, mon inventaire et ma connectivité dans un GDS et dans mon NDC. Voilà. Que j'aurais fait sur mesure. Avant, tu passais par le GDS. Aujourd'hui, tu fais tout pour basculer en connectivité directe avec chaque opérateur pour mieux contrôler ta distribution. Mais ça veut dire que toi, agence de voyage, tu vas te connecter à des dizaines de NDC. Exactement. Et c'est là où la techno rentre en jeu, et c'est pour ça qu'on a plein de développeurs, c'est pour aller se connecter au maximum de gens. Et cet investissement, quand on est arrivé en 2015, a commencé ce switch sur ces connectivités, et nous, on l'a tout de suite pris parce qu'on n'avait pas le choix.
Oui, t'allais pas développer sur une technologie qui était... Déjà, alors, et c'est vrai que quand tu repars sur une nouvelle technologie, c'est toujours plus simple. Et les autres acteurs, en fait, ils ont été perdus dans ces évolutions. Ils le sont toujours. Hein. Et là, tu t'ouvres un pan de marché que tu ne voyais pas venir, qui s'ouvre à toi. Et on s'est engouffré dans ce pan de marché. Faut savoir qu'on fait la même chose sur l'hôtellerie. L'hôtellerie était moins regroupée qu'avec 3 acteurs, mais aujourd'hui, pour remonter les meilleurs prix d'hôtel, on va aller se connecter à plus de 70 systèmes de réservation, soit de chaînes d'hôtels, soit de groupements d'achat d'hôtels. Alors, pas seulement pour élargir l'offre, mais aussi pour trouver, j'imagine, du coup, sur une offre spécifique, le meilleur prix. Oui. Qui peut être en double. Oui. Et en fait, on fait cette logique de comparaison que le client fait par lui-même, qui pourrait avoir sur un comparateur de prix. Moi, l'agence de voyage moderne, c'est un comparateur de prix qui va agréger le maximum de sources de contenu pour remonter les meilleurs prix, voire assembler ces offres entre elles, entre un connecteur et un autre, et qui va vendre ça en essayant de mettre du plus produit derrière tout ça, avec des assurances, des solutions de paiement, du service client derrière tout ça. Okay. Finalement, notre métier, c'est ça. Et ce métier-là, il est revendable sur 3 chaînes de valeur différentes. Et la boucle est bouclée, donc le B2C sur votre site, le B2B2C via des partenaires, et le B2B où vous mettez à disposition la plateforme technologique chez des revendeurs de voyages, ce que t'as appelé des tours opérateurs. Aussi. Ok, super. C'est atomisé, complexe, c'est hyper intéressant. Et tout ça, ça nous permet que quand on discute avec un Air France et ainsi de suite, on n'est pas perçu comme un concurrent d'Air France qui va aller les attaquer sur leur B2C. Et c'est clé, parce que aujourd'hui, Air France, pour le citer, il pourrait te voir comme un concurrent frontal à sa distribution à lui. Toute l'approche est de dire, effectivement, sur un pan du business, on est concurrent. On n'a pas les mêmes promesses là-dessus, mais il y a tous les autres pans de business où là, je te rapporte aussi du business dont tu as besoin qui remplit tes avions. Et c'est ça qui est clé. Faut toujours ne pas faire comme tes concurrents directs. Autrement, tout ton langage, tout ce que tu fais, tu crées pas la même valeur. Et notre logique, c'est de créer de la valeur pour le client, en se différenciant pour le client, mais aussi pour pour les gens avec qui on travaille. Si je ne crée pas de valeur pour Air France, pas pour une chaîne d'hôtels, en envoyant des typologies de clients qui sont pas capables d'arriver, j'ai pas de valeur ajoutée globale. Et la valeur ajoutée, elle se fait dans la globalité de l'écosystème, pas que sur un seul axe de cet écosystème. Je comprends. Sur les 5 dernières années, c'est un très beau résultat auquel vous arrivez aujourd'hui. Comment dans quel ordre se sont faites les choses ? J'imagine qu'il faut un socle technologique, il faut vendre aux consommateurs, il faut aller commencer à distribuer sa plateforme. Le premier truc, et ça a été le point clé, c'est de bâtir le socle techno qui a lancé la machine. Et là, tu passes, moi c'est la pire période que j'ai détestée, tu passes quasi une année à bosser sur un projet, à pas avoir un centime rentré dans la boîte, à te dire putain qu'est-ce qu'on a fait. Je me souviens de période estivale où t'attends que tes devs et ça c'est dans mon vécu d'entrepreneur, c'est le truc que j'ai le plus détesté, c'est quand t'as rien qui rentre, tu sais pas du tout, t'es dans cette zone de flou. T'as un projet, ok, mais donc on a passé un temps énorme et on a même ralenti parce qu'on voulait sortir avec une solution qui était vraiment up to date. Donc tu pouvais pas livrer un MVP. T'es toujours dans une logique de quand même faire un MVP, mais il faut qu'il ait la première itération elle soit bonne. Qu'il ait quand même des critères différenciants par rapport parce et donc on a passé un an à coder. À gérer ça en projet avant de sortir quelque chose. Vous aviez déjà acheté la boîte à Sophie Antipolis à ce moment-là ? Non, pas encore. Okay. Donc construire le socle technique, un long tunnel d'1 an. Voilà. On arrive en 2016. Voilà. Et là, t'as pas encore vendu un seul billet. Ce qu'il faut savoir dans cette période-là, c'est qu'on commençait quand même à discuter avec toute la profession. Et Carlos et Nico ont croisé un certain Jacques-Antoine Grandjean. Ils lui ont raconté le projet, à peu près comme je vous le raconte là. Et il a dit, moi, je crois à fond à votre projet, je vous soutiens, bingo. Ça a été l'autre élément clé de notre réussite. C'est qu'en fait, l'ADN de Mr. Fly, qui est basé sur cette qualité, cette différenciation par la qualité, se regroupait beaucoup de l'ADN de vente privée, qui est sur cette notion de qualité, de différenciation, d'exclusivité. Et en fait,
ça résout le point clé de mon problème marketing numéro 1. C'est comment j'ai accès au trafic. Parce que je peux avoir le meilleur produit que je veux. Si j'ai pas de clients pour rentrer, j'en fais rien. Et donc, quand on s'est lancé en septembre 2015, on se lance dans un salon professionnel qui s'appelle Top Reza, qui est tous les ans fin septembre. Top Reza ou IFTM Top Reza, c'est le salon de référence de l'industrie. IFTM, c'est pas l'Institut français des travel managers? Je dis une bêtise. Peut-être qu'il y a deux noms, mais j'ai pas IFTM Top Reza, ok. Et en tout cas, dans le salon là, qui est à Porte de Versailles, où toute l'industrie est là, on se lance. Et le jour de là, Vente Privée annonce qu'il rentre dans notre capitale et qui nous soutient. Et là, en fait, jusque-là, tout le monde nous prenait pour des fous. Le jour où cette annonce sort, en fait, tout le monde dit « Ah putain, on n'avait pas vu le truc. On n'avait pas vu le coup venir. » Alors, nous non plus au départ. Après, c'est toujours des effets d'opportunité. Quand tu choisis d'avoir un positionnement différent sur le marché, tu attires des gens à toi. Effectivement, il faut avoir les carnets d'adresses et ainsi de suite pour parler aux bonnes personnes. Mais tout s'est joué comme ça, et ce qui a totalement crédibilisé le produit. On avait une base de clientèle énorme, Vente Privée en trafic, c'est dans le top 10 du e-commerce français, voire dans le top 5. Cette base de clientèle a l'habitude chez Vente Privée d'avoir des achats récurrents. On arrivait sur le marché pour leur dire arrêtez d'aller faire comme des moutons, machin. Et donc, ça a pris tout de suite. Donc, Vente Privée nous a énormément aidé dans cette phase de lancement, à crédibiliser l'offre. Vous vendiez du billet, de l'hôtel, du pack? Alors, au départ, on a vendu notre produit de lancement, c'était un tour du monde pour aussi se différencier. On voulait pas faire la même chose sur Vente Privée en 2015, c'est ça. Ça me dit quelque chose. J'ai dû le voir passer. Et donc on a fait notre premier million assez rapidement avec cette opération de tour du monde. Même premier million en volume d'affaires. En volume d'affaires, okay. Sur une OP de 10-15 jours. Okay. Pour une boîte qui se lance, là tu commences à dire c'est bon, ça voilà, parce que tu avais passé tout le reste de l'année à te morfondre et à dire putain, il y a rien qui rentre. Donc ça part comme ça crédibilise le projet en B2B parce que Vente Privée est un gros acteur e-commerce. Donc en fait, tous les gens te suivent à partir de là. Les autres acteurs de la profession ont confiance dans le projet. Et là, après, ça a déroulé dans la foulée. D'accord. Donc, pour le lancement, ce qui vous a vraiment aidé, c'est de trouver des partenaires dès le lancement et du coup, une source de trafic importante, quoi. Ok. Vous êtes allé vous placer là où il y a du là où il y a du passage. Personne n'était allé. Et personne ne vous attendait. Mais comment est-ce que Vente Privée vendait du... Alors, Vente Privée vendait déjà du voyage, vendait pas du billet d'avion, pour être précis. Et après, dans l'histoire avec Vente Privée, aujourd'hui, sur Vente Privée, on a nous-mêmes, à la base, dans notre projet, on était parti que sur le billet d'avion. Mais en fait, les choses ont rapidement changé parce que ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'est que si tu vends que du billet d'avion, à un moment, ta création de valeur et ta marge est réduite. Il faut rapidement aller vendre autre chose différemment. Et il se trouve qu'en parlant avec Vente Privée, on s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un segment du business qui est le package, qui pouvait être changé dans sa façon de le concevoir. Alors ça serait un long débat de vous expliquer, mais aujourd'hui on est devenu un des acteurs de référence sur ce qu'on appelle le pré-package. T'as dit pré ou prix? Pré-package. Alors, qu'est-ce que c'est que le pré-package? C'est extrêmement technique, mais je vais essayer de le synthétiser en 2 secondes. Le tour opérateur classique avant, il prenait des charters pour aller au Maroc, et il avait un vol par semaine qui allait au Maroc, et un hôtel au Maroc. Ok, pas mal. Mais si tu voulais son partir... objectif était de remplir l'avion et les chambres d'hôtel. Voilà. Mais si tu veux partir un autre jour et à une autre heure que le charter qui part à 5h du mat pour aller au Maroc, qui est peut-être pas cher, mais t'as pas qu'un marché du pas cher, en fait. Mais si tu veux partir un autre jour pour une autre durée, en fait, la plupart du marché ne couvrait pas le besoin de proposer toutes les combinaisons horaires et les gammes de prix possibles. Et le marché dans lequel on s'est engouffré, c'est ce marché d'assembler des offres en tel. Donc, aujourd'hui, on a une 50aine de personnes qui sont à Barcelone, qui vont aller négocier avec des hôtels. Business assez classique. Mais derrière, chaque négo qu'on a avec un hôtel, on va mettre toutes les combinaisons de vols possibles. Aujourd'hui, quand je vends un voyage à New York sur Vente Privée, j'ai 4 deals hôtels. Mais derrière, je mets 60 000 combinaisons de vols. Ça veut dire que mon week-end à New York, je peux le faire dans les 9 mois qui arrivent, pour la durée que je veux, le nombre de personnes que je veux, l'horaire de vol que je veux, quand je veux,
on a en fait flexibilisé le marché du tour operating. Ok. Et on s'est engouffré aussi dans cette brèche-là, qui était finalement une brèche techno sur le marché. Une brèche techno, ok, je comprends. Parce qu'avant, il fallait faire une recherche du coup pour chaque combinaison possible. Enfin, c'était. En fait, oui. Surtout avant, si tu voulais partir à d'autres dates décalées, t'avais pas de solution. Ok. Tu faisais ton voyage toi-même. Et il y a aussi un marché. Donc ça, c'est ce que tu appelles le pré-packaging. Le pré-packaging, c'est tu préassembles des offres pour un client pour l'aider dans son acte d'achat. Et aujourd'hui, sur vente privée, on doit avoir une vingtaine d'opérations là par jour avec eux. C'est ce qu'on vend massivement. Une vingtaine d'opérations, une vingtaine de transactions ou d'opérations? D'opérations, c'est les petites bannières que vous avez sur vente privée avec un bandeau. Il y en a une vingtaine aujourd'hui ou chaque jour? Chaque jour. C'est énorme. Et c'est un business qu'on a fait émerger. Alors, on n'est pas les seuls, mais on a largement contribué à faire rentrer le marché dans cette logique. Et préempter cette logique, ok. Là-dedans. T'allais dire quelque chose, pardon. Ouais, ce que j'allais dire, c'est aujourd'hui, la vision qu'on a de Mr. Fly, elle se limite pas ni au vol, ni à rien, c'est une vision du voyage. C'est que dans notre démarche, on va couvrir chaque segment du voyage. On est rentré sur l'aérien. Rapidement, on a racheté une autre boîte, on s'est associé plus que racheté, qui faisait de l'hôtel, pour rapidement rentrer dans ce marché de l'hôtel, et aussi en se disant que une des erreurs qu'on a fait dans nos vies d'avant, c'était de croire que avec une seule boîte, tu pouvais gérer tous les produits. En fait, non. Si tu mets tous les produits dans une seule boîte, souvent, et parce que le voyage, c'est un terme générique, mais en fait, chaque segment de marché du voyage est hyper spécifique et technologiquement hyper différent. Dans nos autres structures, on a toujours dit qu'on voulait tout faire, mais en fait, on n'y arrivait pas. Dans une seule structure, il y a toujours un produit qui domine, qui écrase les autres. Et donc là, on allait s'associer avec une boîte qui s'appelle Hresa, qui est à Rieux-la-Pape, qui est aujourd'hui une très belle structure, voire un des plus gros vendeurs hors Booking, et on peut pas concurrencer Booking, ils sont trop forts, mais un des plus grands vendeurs d'hôtels en France. On allait s'associer avec eux en disant, en fait, on a des complémentarités business évidentes. Nous, on est super fort en aérien, vous êtes super fort en hôtel. Peut-être un truc à faire, les gars, parce que vos clients, ils ont besoin de vol, et mes clients, ils ont besoin d'hôtel. Et on s'est associés. Et aujourd'hui, on fonctionne comme deux boîtes différentes d'un point de vue gestion de projet, d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue suivi. Mais d'un point de vue client, c'est la même boîte. On vend les mêmes produits, mais chacun a ses roadmaps IT différentes. Et ça, c'est clé. Parce que à un moment, quelle que soit la boîte où tu vas, tu as des conflits de ressources IT. Ouais, je connais pas une boîte qui a pas de problème de ressources IT, et nous aussi. Mais à un moment, un produit va toujours écraser l'autre parce qu'il a plus d'intérêt business, et ainsi. Ouais. En tout cas, c'est difficile de les ressources sont et donc, si tu laisses chaque entité vivre sa vie, avoir la gestion de ses propres plannings, de ses propres équipes et ainsi de suite, en fait, tu crées la logique d'entrepreneur au sein de ta boîte. Finalement, on est parce qu'on a racheté plein d'autres sociétés, on a racheté une autre boîte qui est purement techno et qui est une SS2I qui bosse pour nous, mais qui revend tout ce qu'elle fait pour nous à des autres acteurs du voyage. Ça s'appelle Coedia, qui est basé à Nice. On a racheté une boîte qui s'appelle M-Trip, qui est basée au Canada, qui fait des applications de voyage que Mr. Fly utilise. On est un de leurs plus gros clients, mais on est que un de leurs plus gros clients. Ça veut dire qu'elle développe des choses pour nous. Si ces choses ont un sens, elle va le revendre à d'autres. Toujours pour cette logique de mutualiser et toujours pour avoir des centres de compétences différents et qui sont autonomes. Et c'est un peu comme, finalement, on est un peu comme une meute de loups qui, chacun chasse dans son coin le client d'une façon particulière, mais qui se regroupe aussi pour proposer toute la gamme quand il faut. Et ça, dans notre structure et dans notre vision entrepreneuriale, c'est clé. Et c'est aussi clé de laisser des entités autonomes, parce que ça te laisse la niaque, parce que c'est le point clé à un moment qui est dur à faire. Tu restes agile. Alors, j'ai toujours un petit mal avec le terme agile, parce que quand t'es dedans, flexible, si tu veux. Le discours, c'est n'importe quelle boîte, même si elle est pas agile, elle va dire qu'elle est agile. Aujourd'hui, si tu dis pas que t'es agile, t'es mort. La réalité, c'est que dans toutes les boîtes aujourd'hui, les roadmaps IT sont ultra surchargés, et que quand t'es dedans,
c'est toujours la galère IT. Je connais pas une boîte, un gars qui te dira pas c'est la galère IT chez moi. Après, quand tu te compares aux autres, c'est là que tu vois si t'es agile réellement. Et c'est ça le vrai point clé. Moi, objectivement, j'ai du mal à dire que ma boîte est agile. Mais après, quand je vais me comparer aux autres boîtes, je me trouve, ouais, putain, finalement, on n'est pas si mauvais. Mais ça, c'est hyper dur à dire à tes équipes en interne parce que elles sont au quotidien dans la galère des projets, des cycles de livraison et ainsi de suite. Et t'es toujours à leur râler dessus pour dire que ça va pas assez vite. Mais après, quand tu prends le recul et que tu regardes ailleurs, tu te dis, ouais, si finalement, on n'est pas si mal. Après, de là à dire qu'on est agile, je fais gaffe avec cette expression. Le temps file. Il y a encore quelques questions que j'aimerais te poser. Enfin, il y a encore plein de questions de sujets que j'aimerais aborder, mais quelques-unes que je veux pas rater. Est-ce qu'il y a eu des gamelles au cours de ces 5 dernières années? Qu'est-ce que tu as à ton tableau de bord comme KPI e-commerce? Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de data et de machine learning dans ton domaine? Et puis on terminera tranquillement avec ta vision sur les années à venir du voyage en ligne. Je commence par les KPI à ton tableau de bord. Qu'est-ce que tu regardes? Les 2 KPI que je regarde, c'est mon taux de conversion. Premier point, c'est le point clé. Sur le tier B2C. Alors en fait, par le B2C par canal, et les white label, c'est à peu près la même chose. C'est un client final et B2B. White label, c'est ce que tu appelles B2B. C'est quand on met Mr. Fly chez Leclerc. Discount ou chez, parce qu'on est aussi, suivant les clients, on est à plusieurs endroits différents. Okay. Mais donc c'est le taux de conversion dans ton entrée. Après, l'autre qu'on regarde beaucoup quand on est en direct nous-mêmes, c'est le taux de réachat, qui est l'indicateur clé. Surtout qu'on est sur un domaine d'activité où le réachat est pas si évident que ça. Malheureusement, les gens ne partent pas tous les 3 mois en vacances tout le temps. C'est l'autre indicateur clé qu'on mesure sur des bases annuelles parce que le taux de réachat dans notre secteur, c'est ça. Aujourd'hui, on est assez content de nous. On est proche des 45%, donc c'est top. 45% des clients achètent une deuxième fois? Oui. Ou plus? Alors, attention, le hic, c'est qu'on n'a pas une vision data unifiée. Aujourd'hui, par manque de temps et de ressources, on n'a pas une gestion de compte globale de nos clients. Donc, on va les traquer sur ce qu'ils déclarent dans le booking process chez nous. D'accord. Donc, on a beaucoup de choses à faire pour s'améliorer sur notre suivi client. Mais déjà, le b.a-ba, c'est qu'on bosse le produit et la promesse client qui va derrière. Après, dans nos chantiers, il faut qu'on s'améliore très clairement sur la gestion individuelle du client. Donc conversion et achat. Voilà. Ok. Donc voilà. Sur ton autre question les événements. Est-ce qu'il y a eu des gamelles, des plantages ou des gros changements produits ces quelques dernières années? Dans le travel, on est quand même dans une industrie qui a l'habitude d'en prendre plein la gueule. Pardon, je fais une parenthèse pour mes auditeurs qui nous écouteraient peut-être plus tard, mais on est en mars 2020, on est en plein coronavirus, et je pense que le travel est l'un des premiers secteurs affectés. Voilà, parce que aujourd'hui. Là, je sais pas ce que ça sera demain ou après-demain, mais pas grand monde a envie de partir en vacances. En tout cas, l'acte de décision de partir en vacances est clairement repoussé. Mais en fait, structurellement, dans le voyage, on a périodiquement des crises. Donc là, c'est le coronavirus. Des fois, c'est des tremblements de terre, des aspects géopolitiques. En fait, tous les 2 mois, il y en a pas mal de gens. Par exemple, une directrice financière qui est arrivée dans l'industrie il y a 6 mois. La semaine dernière, elle me dit, mais Fred, c'est tout le temps comme ça dans ce métier. C'est pas possible. Il y en a, tous les mois, il y a un truc qui sort et j'ai dit, bah oui, bon, là, c'est vraiment particulier parce que là, c'est vraiment très fort. Mais ça passera. On espère que ça passe vite. La grosse gamelle qui vient de se passer récemment, c'est un gros incident industriel majeur. On n'avait jamais vécu ça. C'est Thomas Cook, qui était le numéro 2 européen du secteur, qui du jour au lendemain a disparu de la carte. Attends, numéro 2 européen du secteur du voyage? Du voyage. Ok, qui d'un coup disparaît. Ça, c'est quoi? C'est le deuxième semestre 2019. Alors, ils ont disparu en septembre 2019. Ouais, c'était l'année dernière. C'est il y a à peine 6 mois. Moi, j'ai l'impression que c'est il y a 3 ans, mais non, c'est qu'il y a que 6 mois. Et il faut imaginer ça. Mais Thomas Cook, c'est comme si Carrefour disparaissait de la carte. Carrefour sont peut-être numéro 1 en France. Non, c'est Leclerc. Bon, bref, peu importe. Mais ça relève de ça. T'as le numéro 2 du secteur
qui disparaît du jour au lendemain de la carte. Et qui est en plus sur tous les tableaux, parce qu'ils font de la distribution, ils font de la comparative. Ils avaient leurs propres hôtels, ils avaient tout, ils étaient, mais ça, c'est hyper marquant parce que c'est un peu, comme dans la banque, t'as tendance à dire too big to fail. Non, c'était vraiment le deuxième. Ça a eu des répercussions majeures. Alors nous, c'était un de nos clients. Ils achetaient beaucoup d'aériens et d'hôtels chez nous, en France en tout cas. Leurs agences. Ok. Donc on a eu quelques petites ardoises. Ça, c'est jamais très agréable. Mais derrière la gestion des ardoises, t'as eu la gestion des clients, parce que vu que c'était un des plus gros acteurs, ça a bouleversé toute l'industrie avec des clients éparpillés de partout et ainsi de suite. Là, on est 6 mois après. Finalement, on a tous survécu à ça. Parce que c'était systémique. Quand tu as un numéro 2 d'un marché qui arrive là, il peut avoir un truc systémique qui se passe. On a réussi à survivre à ce truc systémique. Ouais. Bon, coronavirus, on survivra aussi. On ne sait pas combien de temps ça durera, mais c'est la même logique. Mais c'est vrai que on est le secteur qui, dès qu'il y a un truc qui se passe dans le monde, on va avoir une répercussion et c'est hyper particulier et ça nous demande une agilité opérationnelle totale dont j'avoue on se passerait bien mais dont on n'a pas le choix donc on doit vivre avec. Ok. On subit les aléas du marché et de l'actualité quoi. Ok. Et pour ouvrir, je voulais parler data, pardon. Je me souviens quand je vivais aux États-Unis il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, je sais plus, il y avait des startups qui s'étaient lancées sur du prévisionnel de quand est-ce qu'il faut acheter ces billets d'avion en partant d'un historique. Et on sait que en général ça baisse en mars, ça remonte en avril ou que c'est 6 mois en avance, et puis à nouveau 28 jours avant le vol. Vous avez un volume de données exceptionnel, j'imagine. Est-ce que il y a un sujet machine learning et data chez vous? Il y a objectivement on a 3 personnes en data scientist aujourd'hui dans nos équipes. C'est clairement pas assez, hein, parce que nous-mêmes, on sort déjà beaucoup de choses de la data, mais pas assez. Après, de là à rentrer dans des logiques de prévision, il y a eu beaucoup de boîtes qui sont lancées là-dedans. En fait, il y a une grosse mode dans notre secteur de la prévision tarifaire et ainsi de suite. Grosso modo, ces boîtes ont été balayées par un truc, c'est les logiques de pricing des compagnies aériennes qui aujourd'hui sont très limpides. T'achètes en avance et progressivement ton prix va monter, point barre. Aujourd'hui, le marché est rentré dans cette logique-là, ça ne changera pas. Alors, hors effet, comme on a parlé, parce qu'aujourd'hui, il y a plus aucune demande pour partir en vacances à cause du coronavirus, donc on pourrait croire que les prix baissent. La réalité, c'est même pas ça. Les compagnies ne baissent pas leurs prix. Elles savent qu'il n'y a pas de demande. Elles enlèvent des avions du marché. Parce que, mais toute cette notion il y a aussi toute une mythologie de dire il faut mieux acheter tel jour que tel jour, tout ça. Le vendredi à 3h du matin. Objectivement, moi qui suis dans le marché, on a de la data. On raconte beaucoup d'histoires sur Internet pour faire croire des trucs aux clients. La grande majorité est fausse. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir des tendances. La seule règle, et si vous voulez réserver vos vacances, c'est achetez-les longtemps à l'avance. Et plus vous achetez à l'avance, plus vous aurez un meilleur prix. Tout le reste, objectivement, c'est du pifomètre de la data. Il y a tellement de variables qui rentrent chez nous, qui soient géopolitiques, météorologiques, épidémique, que en fait c'est très compliqué de faire de la prédiction, de tirer des enseignements et de faire de la prédiction. Okay. Ça ne veut pas dire que la BI et l'analyse de la data, pour plein de raisons, est clé chez nous. Il y a tout un tas de gains de productivité à avoir avec de l'analyse de data. Voilà. Mais voilà, la data répond pas à tout. Mais il y a des vous avez quand même 3 data scientists. Voilà. Oui, on a quand même 3 data scientists. Et juste pour donner, mais c'était dans une autre vie, des effets pervers de la data, c'est que, par exemple, on avait des algorithmes de bidding dans une autre vie sur Google qui étaient basés sur tout un tas de trucs de data. Mais en fait, les algorithmes arrivaient très mal à voir les soubresauts du marché. Je vous fais un cas qui m'a marqué. C'était un dimanche, peu importe, du mois de mars, où il y avait fait une journée de mai à Paris, super beau et ainsi de suite.
En théorie, cette journée était censée être une journée de super transfo. Mais en fait, il faisait tellement beau que tous les Parisiens étaient dans les parcs, et personne n'avait rien acheté ce dimanche-là. Ça, l'algorithme, il l'a jamais compris. Et dans l'acte d'achat de voyage, il y a tout un tas de phénomènes externes qui rentrent et finalement qui arrivent assez souvent. Le cas de la météo, là, c'était le plus atypique parce que je me souviens d'avoir eu mon patron qui était espagnol et qui me dit « Mais Fred, il y a rien qui marche, on doit avoir un problème, c'est l'alu. » Je dis « Je suis au parc avec les enfants, je crois que c'est ça le problème. » Et c'était ça le problème. En fait, il y avait rien à faire. Et c'est ça la limite. La BI, il faut qu'elle ait tellement... qu'à un moment, quand tu as trop de variables qui rentrent dans ta BI sur tes... Tu peux pas tout mesurer. Ça veut pas dire que tu peux pas en mesurer un bon paquet. Ou mais t'appuyer sur la BI, mais elle n'a pas réponse à tout, quoi. Voilà. Ok. Intéressant. Est-ce qu'on peut ouvrir sur ta vision du voyage en ligne, la vision de Mr. Fly pour les prochaines années? Alors, ma vision, mais je pense que c'est la vision d'un Mr. Fly de l'industrie, c'est le marché du e-travel va rentrer dans une seconde phase de maturité qui va être liée à ce débat de la stratégie d'acquisition. Finalement, le marché du e-travel devient extrêmement mature et le parti pris de Mr. Fly, c'est de se différencier par autre chose que de la stratégie d'acquisition. Le débat, c'est pour subsister, il va falloir se différencier par ta promesse client et le fait de la tenir réellement. Tu ne pourras plus exister dans 5-10 ans juste avec des stratégies d'acquisition de trafic. Il va falloir te différencier, c'est valable pour tous les acteurs. Et c'est ça le point clé. Juste exister sur le marché parce que tu sais bien acheter ton trafic, ça c'est encore la situation, mais ça va être de moins en moins. De plus en plus de clients en plus et de sites rentrent sur des logiques de qualité de service et ainsi de suite. C'est ça la phase de maturité dans laquelle arrive cette industrie. Et les gens qui vont émerger, on en est un exemple, mais c'est ceux qui vont se battre sur avoir une promesse différente des autres. Arrêter de faire la même chose. Et tenir leur promesse. Et arrêter d'être focalisé sur j'acquiert du trafic. Notre réussite, ça a été de se différencier. On ne survivra, parce que c'est toujours le débat d'une boîte, que si on continue et qu'on garde à se différencier des autres. Si on devient comme les autres, pourquoi viendrais acheter chez Mr. Fly? Il faut et toute notre énergie, on la passe à anticiper le coup d'après qui va être notre différenciation. Ok. Vous êtes 450. Ils achètent leur voyage chez Mr. Fly, vos employés? Alors aujourd'hui, j'avoue que la plupart de nos salariés achètent, en tout cas en grande partie, voire ils ont même un site dédié pour eux pour acheter pour ça. Mais tu me fais cette allusion parce qu'on a parlé d'un autre sujet qui était dans ma vie d'avant. Quand j'étais directeur marketing du groupe précédent, je m'étais amusé à poser la question à mes salariés: est-ce que vous achetez encore vos voyages chez nous? Sur 50 dans mon équipe, il n'y en a plus un qui achetait chez moi. Et ça, c'était aussi le truc qui m'a dit: mais il faut que j'arrête, il faut que je refasse une boîte où ton premier client, c'est toi-même. Parce que déjà, quand t'es le premier client de ta boîte, tu vois plein de trucs qui vont pas, qui peuvent être anodins, et ainsi de suite, mais c'est Blablacar qui a un truc qui dit do it, use it, grosso modo. Si tu fais un truc, il faut que tu l'utilises toi personnellement, autrement c'est pas la peine. Donc si ton premier client c'est tes salariés, c'est la base. L'autre type de premier client qu'on est fier d'avoir, c'est des agents de voyage d'une façon massive, parce que c'est des gens de la profession qui nous font massivement confiance. On a un capital sympathie dans la profession qui est énorme, qui est même hallucinant, et qui vient de finalement, on prend soin de tous les gens avec qui on travaille. Et c'est ça la clé finalement de notre réussite. Frédéric, merci énormément pour ton temps. C'était passionnant. Moi, c'est une découverte. C'est un monde que j'adore et que je connaissais moins bien il y a 1 heure et je le connais mieux maintenant. Donc, c'est super. Merci à toi. À très bientôt. Merci à tous pour votre fidélité. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire.
Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.